Bonjour. 20e siècle, la critique. Jean Starobinski. Né en 1920, Jean Starobinski allait, après Marcel Raymond, apporter la contribution genevoise à la critique française, où il détient une place exceptionnelle, ayant renouvelé l'approche de l'œuvre littéraire sans esprit de système et selon une anatomie intuitive dont sa formation médicale lui permet d'aller aux recherches structuralistes le diagnostic pénétrant. On serait presque tenté d'assimiler à ses vues sur la critique face à l'œuvre les lignes qu'il a consacrées à l'intervention du traducteur. Toute traduction est un compromis fructueux entre la soumission au modèle étranger et le génie propre d'une langue. Le traducteur, second poète, est un inventeur docile, un créateur écoutant. Préface au poème de David Roca, traduit de l'hébreu par Claude Vigée. Dès 1953, son étude sur Montesquieu par lui-même révélait nettement qu'il concentrait les perspectives structuralistes autour de l'idée d'organisme, titre d'un essai publié par lui en 1955. Parallèlement à ces découvertes sur l'unité organique d'un écrivain et d'une œuvre, Jean Starobinski décèle, dans La Relation critique, 1971, la polyvalence des éléments qui, sous un autre angle, soutiennent une relation différentielle et polémique avec la littérature antécédente ou la société environnante. Ainsi, Le Rouge et le Noir est à la fois une œuvre d'art régie par des correspondances formelles intérieures et une critique de la société au temps de la Restauration. Il faut donc que le lecteur sache découvrir les concordances intimes de l'œuvre et, dans la conjoncture élargie de l'œuvre et de son fond, la portée du désaccord manifesté par l'écrivain. Pour nous, dit-il, qui la confrontons à ce qui l'environne, l'œuvre est une concordia discourse, doublant à la positivité des rapports qui constituent sa forme matérielle vers une négativité qui en exprime l'essor illimité. Sa thèse sur Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l'obstacle, est précédée d'un avant-propos significatif à ce sujet. L'œil vivant. En 1961, l'introduction à l'œil vivant allait éclairer, sous un titre poétiquement suggestif, le voile de Popée, la notion même de regard critique, qui s'attachera, dans ce recueil, à Corneille, Racine, Rousseau et Stendhal. L'œuvre apparaît à Jean Starobinski comme une conscience organisée. Malgré notre désir de nous abîmer dans la profondeur vivante de l'œuvre, nous sommes contraints de nous distancer d'elle pour pouvoir en parler. Pourquoi alors ne pas établir délibérément une distance qui nous révélerait, dans une perspective panoramique, les alentours avec lesquels l'œuvre est organiquement liée? Cette seconde possibilité de la lecture critique peut être définie comme celle du regard surplombant. Or, voici l'écueil. Dès l'instant où l'on s'oblige à situer une œuvre dans ses coordonnées historiques, seule une décision arbitraire nous autorise à limiter l'enquête. La critique complète n'est peut-être ni celle qui vise à la totalité, comme fait le regard surplombant, ni celle qui vise à l'intimité, comme le fait l'intuition identifiante. C'est un regard qui sait exiger tour à tour le surplomb et l'intimité, sachant par avance que la vérité n'est ni dans l'une ni dans l'autre tentative, mais dans le mouvement qui va inlassablement de l'une à l'autre. Mais peut-être aussi la critique a-t-elle tort de vouloir à ce point régler l'exercice de son propre regard. Mieux vaut-elle en maintes circonstances s'oublier à soi-même et se laisser surprendre. En récompense, je sentirai dans l'œuvre naître un regard qui se dirige vers moi. L'œuvre m'interroge. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.